Dans l'épisode 1982 de Demain nous appartient, diffusé le 8 juillet 2025 sur TF1, les émotions explosent. Swazik avoue enfin sa responsabilité dans la mort de Martial, libérant François mais provoquant son propre placement en détention provisoire. Pendant ce temps, un requin sème la panique sur la plage et un vol de voiture inattendu vient troubler Marine et Samuel. Un épisode intense, haletant, où rien ne sera plus jamais comme avant. Alors que les fans étaient encore sous le choc de la mort brutale de Martial, un nouvel épisode bouleversant vient redistribuer les cartes. En moins de 45 minutes, les certitudes s'effondrent, les masques tombent et les émotions atteignent leur paroxysme. C'est un véritable ascenseur émotionnel que la série nous offre ici, avec une intensité dramatique rare, portée par une mise en scène percutante et des performances d'acteurs bouleversantes. Au cœur du tumulte, Swazik, rongé par le remords, passe aux aveux et révèle à Aurore que la mort de Martial n'était pas un assassinat prémédité, mais un accident tragique. Un retournement capital qui entraîne la libération immédiate de François, injustement emprisonné et brisé par cette épreuve. Pourtant, cette vérité tardive ne suffit pas à éteindre les larmes. Swazik est placé en détention provisoire, plongeant à son tour dans les ténèbres de la prison, dans un miroir inversé de la douleur qu'elle a infligée. Mais cet épisode ne se contente pas de dénouer une intrigue policière. Il entremêle, avec habileté, plusieurs fils narratifs. Le vol incongru de la voiture de Fred, un acte de négligence qui pourrait cacher un vol organisé, et surtout la panique sur la plage lorsque Judith aperçoit ce qu'elle croit être un requin. Cette séquence spectaculaire introduit une tension inattendue et ouvre peut-être la voie à une nouvelle intrigue estivale pleine de mystères et de frayeurs. Entre émotions pures, suspense et coups de théâtre, l'épisode 1982 signe le retour en force de Demain nous appartient dans sa plus pure tradition. Celle qui fait battre le cœur de millions de téléspectateurs chaque soir. Décryptage complet d'un épisode qui, plus qu'un simple chapitre de série, agit comme un véritable séisme dans la vie des héros de Seth. La disparition de Martial a secoué les fidèles de Demain nous appartient bien au-delà des frontières de Seth. Le personnage, bien qu'introduit récemment, s'était rapidement imposé comme un élément pivot des intrigues autour de Swazik, François et Aurore. Son décès brutal avait jeté une ombre dramatique sur les épisodes précédents, alimentant les spéculations les plus sombres. Crime passionnel, vengeance déguisée, règlement de compte? L'épisode 1982 vient balayer les théories les plus accusatrices pour imposer une version plus tragique, plus humaine. Un accident fatal, né d'un enchaînement incontrôlé. Dans les premières minutes de l'épisode, l'atmosphère est lourde. Swazik, enfermé dans ses contradictions, porte sur son visage une tension extrême. Les interrogatoires d'Aurore se resserrent, implacables, et ce n'est que sous la pression morale, et peut-être par amour pour François, que la vérité émerge. Dans un moment d'émotion pure, la jeune femme craque. Ce n'était pas un meurtre, confesse-t-elle, mais une dispute qui a mal tourné, une chute, un geste malheureux, irréversible. Martial, dans un accès de colère ou de provocation, aurait tenté de s'en aller en la bousculant. Le sol mouillé, un mauvais appui, une perte d'équilibre, et le drame s'est scellé en quelques secondes. Cette révélation, si elle soulage partiellement la police, n'ôte rien à la gravité du geste. Car Swazik, dans un réflexe de panique, a tenté de dissimuler la vérité. Elle n'a pas immédiatement appelé les secours. Elle s'est murée dans le silence, laissant François, son ancien compagnon et toujours profondément attaché à elle, endosser le poids d'une accusation infamante. Le traitement visuel de cette scène dans l'épisode 1982 est remarquable. Lumière froide, silence prolongé, gros plan sur les visages dévastés. Les scénaristes ont choisi la sobriété pour donner toute sa place à l'émotion. Swazik, jusqu'alors personnage ambigu, dévoile enfin une faille. Celle d'une femme dépassée par les conséquences de ses actes, accablée de remords, presque soulagée d'avoir enfin avoué. Quant à Martial, il devient dans la mémoire collective un symbole paradoxal. Ni bourreau, ni victime parfaite, mais un homme emporté par ses propres limites et les conflits d'un trio sentimental complexe. Son décès accidentel, loin d'apaiser les tensions, ravive les douleurs et prépare le terrain à une nouvelle vague de chaos dans les relations entre les personnages. Cette première grande révélation de l'épisode constitue donc bien plus qu'un rebondissement scénaristique. Elle amorce une transformation psychologique pour Swazik, une reconsidération morale pour Aurore et ouvre la voie à une libération dramatique pour François. Un simple accident, mais aux conséquences dévastatrices. Lorsque les portes de la prison s'ouvrent enfin pour François Lehaut, le soulagement n'efface pas la douleur. L'homme qui retrouve la liberté dans l'épisode 1982 de Demain nous appartient n'est plus celui que la police avait arrêté quelques jours plus tôt.
Accusé à tort d'avoir tué Martial, traîné dans la boue médiatique, François a vécu un véritable calvaire derrière les barreaux. Et si l'aveu de Soizic l'innocente juridiquement, il n'efface ni les blessures psychologiques, ni le doute qui a plané sur son intégrité. Les scénaristes ont choisi de ne pas tomber dans le spectaculaire. Le moment de la libération est sobre, presque silencieux. François quitte la cellule sans un mot, mais avec des yeux chargés de 1000 pensées. Le jeu d'acteur est ici d'une justesse remarquable. Il n'y a pas de cri, pas de revanche, mais le visage d'un homme brisé qui n'a jamais cessé d'aimer celle qu'il a indirectement plongé dans l'enfer. C'est là que l'épisode touche à une vérité plus intime, presque universelle. Peut-on encore aimer quelqu'un qui nous a laissé tomber au pire moment ? François, dans ses premiers mots à Chloé, laisse entrevoir une réponse bouleversante. Oui, il aime encore Soizic. Malgré la trahison, malgré le silence, malgré la prison, parce qu'il a compris, à travers ses propres souffrances, que le drame qui les a séparés ne peut être réduit à une simple faute. Il a perçu la détresse de Soizic avant tout le monde. Et aujourd'hui, même libre, il demeure attaché à elle comme à une douleur vivante. Cette fidélité d'âme surprend autant qu'elle émeut. Là où d'autres auraient réclamé vengeance ou réparation, François choisit le pardon intérieur. Il ne cherche pas à blâmer Soizic, il ne se pose pas en victime. Il avance, à petits pas, dans une ville qui ne sait plus très bien comment l'accueillir. Son retour à Sète est lourd de symboles. Il croise des regards gênés, entend des murmures, sent l'odeur persistante du soupçon. Mais au fond, il ne demande pas qu'on lui rende justice. Il veut juste retrouver un peu de paix. Peut-être aussi réécrire son histoire avec Soizic, à l'aune de cette vérité désormais connue de tous. Il a été l'innocent d'un drame qu'il n'a pas créé, mais qu'il a porté malgré lui. Ce chapitre du 8 juillet marque ainsi un tournant narratif puissant. Celui d'un homme confronté à une injustice dont il sort grandi, parce qu'il a su transformer sa souffrance en loyauté, sa colère en compassion. Une figure rare à la télévision, un héros discret, mais terriblement humain. François, dans cet épisode, n'est pas seulement un homme libéré. Il est un cœur ouvert, prêt à recoller les morceaux d'un amour détruit. Il y a des visages qui, en un plan, en disent plus qu'un long dialogue. Celui de Soizic au moment de sa mise en détention provisoire est de cela. Après avoir enfin avoué à Aurore que la mort de Martial était un accident, elle n'obtient pas la liberté. Au contraire, c'est elle que la justice prive de lumière en attendant que l'enquête se poursuive. Une décision brutale, logique, mais qui bascule l'intrigue dans une nouvelle zone de tension psychologique et émotionnelle. Le spectateur assiste alors à une scène rare, presque déchirante, Soizic qui pleure pour de vrai. Pas de larmes convenues ou calculées, mais une véritable explosion de culpabilité. Elle ne pleure pas seulement pour elle, elle pleure pour François, qu'elle a laissé tomber, pour Martial, dont la vie s'est arrêtée dans un instant de chaos, et pour ce futur désormais incertain, derrière les barreaux d'une cellule qu'elle n'avait pas imaginée, même dans ses pires cauchemars. La détention provisoire n'est pas une sentence, mais elle agit comme une punition morale immédiate. Dans la solitude glaciale du centre de détention, Soizic est confrontée à elle-même, sans filtre, sans personne pour l'excuser. Ses souvenirs la hantent, ses gestes reviennent en boucle, et son silence, quelques jours plus tôt, lui revient en pleine figure comme un boomerang de honte. Le scénario prend ici un tournant introspectif dans une atmosphère lourde, étouffante, accentuée par une mise en scène sobre mais poignante. Les murs gris, la lumière crue, le bruit sourd de la fermeture des grilles. La force de cet épisode réside aussi dans le fait qu'il ne cherche jamais à déshumaniser Soizic. Oui, elle a menti, oui, elle a failli, mais elle n'est pas un monstre, elle est humaine, profondément. Elle a agi par panique, par peur, par amour confus, et aujourd'hui, elle paie le prix de ses silences. C'est cette humanité complexe qui fait d'elle un personnage aussi bouleversant que clivant. Les téléspectateurs se déchirent déjà sur les réseaux sociaux. Faut-il la condamner moralement ou l'accompagner dans sa rédemption ? Dans le regard de Soizic, une certitude pourtant s'impose. Elle sait qu'elle a tout perdu, sauf peut-être une chose, l'amour de François. Un amour qu'elle pensait mort, mais dont elle a entrevu la persistance au moment de son départ menotté, quand leurs yeux se sont croisés une dernière fois. Un échange muet, intense, déchirant. Comme une promesse silencieuse que, malgré les murs, quelque chose entre eux n'est pas tout à fait éteint. Alors que Soizic est désormais isolé du monde, l'épisode 1982 nous offre une rareté dans le récit feuilletonesque. Le face-à-face d'un personnage avec ses propres démons sans échappatoire. Un temps suspendu où les larmes sont à la fois une confession, une punition et peut-être un début de pardon. Au cœur d'un épisode dominé par les drames judiciaires et les émotions intenses, une intrigue plus légère en apparence vient apporter un contrepoint inattendu. Le vol de la voiture de Fred, emprunté pour l'occasion par Marine et Samuel. Une mésaventure banale à première vue, une voiture volée, les clés restées sur le contact, mais qui, dans l'univers de demain nous appartient,
n'est jamais anodine. Tout commence dans une scène anodine de la vie quotidienne. Marine et Samuel, pressés, laissent la voiture sans verrouiller les portières. Un moment de distraction, une confiance un peu naïve, et la faute est d'affaite. Le véhicule disparaît, volé en plein jour. Loin d'être anodine, cette erreur va semer le trouble dans leur quotidien et les forcer à revoir certains automatismes. Ce vol devient alors le déclencheur d'une remise en question plus profonde. La mise en scène de cette séquence contraste volontairement avec les scènes dramatiques de l'épisode. Plan en extérieur lumineux, dialogue léger teinté d'ironie et de frustration. Le ton est différent, presque comique par moments. Pourtant, derrière cette façade, une tension s'installe progressivement. Qui a volé la voiture? Pourquoi maintenant? Était-ce vraiment un simple vol d'opportunité? Ou bien y a-t-il un lien, même indirect, avec l'affaire de Soizic et François? Certains éléments laissent planer le doute. Fred, propriétaire initial du véhicule, avait-il quelque chose à cacher? La voiture contenait-elle un indice compromettant, un objet oublié, une trace de ce que Martial aurait pu laisser? Les fans les plus attentifs ont déjà commencé à échafauder des théories sur les réseaux sociaux, scrutant les moindres détails. Et dans une série comme Demain nous appartient, chaque détail peut devenir une bombe à retardement. Par ailleurs, cet événement vient aussi révéler les failles du couple Marine-Samuel, jusque-là relativement épargné par les secousses du scénario. Samuel, impulsif, reproche à Marine son étourderie. Marine, plus posée, lui renvoie sa nonchalance habituelle. Une dispute éclate, brève mais significative. Le vol agit comme un catalyseur, révélant ce que chacun pensait peut-être en silence. Une fissure, une amorce de rupture, ou simplement une tension passagère dans un couple soumis à la pression extérieure. Dans un contexte où chaque personnage semble pousser à ses limites, le moindre événement prend une ampleur symbolique. Ce vol n'est pas qu'un fait divers local. Il cristallise l'insécurité ambiante à 7, la perte de repères, le sentiment que tout peut basculer en un instant, même les choses les plus banales. Marine et Samuel, malgré eux, deviennent les victimes collatérales d'un climat général de désordre. En conclusion, ce quatrième arc narratif de l'épisode 1982, en apparence mineur, s'intègre habilement dans la trame globale. Il rappelle que dans Demain nous appartient, rien n'est gratuit et que chaque petite faille du quotidien peut cacher un gouffre plus profond. Dans l'épisode 1982 de Demain nous appartient, un simple cri va transformer un moment de détente en une scène de panique collective. Ce cri, c'est celui de Judith, qui, en levant les yeux depuis l'eau, affirme avoir vu quelque chose d'anormal, de terrifiant, un requin. L'image, brève mais saisissante, vient frapper fort dans un épisode déjà riche en tension. Et c'est bien là tout l'art de la série, injecter de l'imprévu là où on l'attend le moins. Judith, que l'on avait vu plus apaisée ces dernières semaines, devient en quelques secondes le centre d'un chaos grandissant. Elle hurle, désigne la mer, puis sort précipitamment de l'eau, suivie par d'autres baigneurs de plus en plus inquiets. En un instant, la plage autrefois sereine se transforme en théâtre de peur. Les caméras captent alors la panique d'une foule désorganisée. Cris, courses, parents appelant leurs enfants, sauveteurs dépassés, tout évoque la panique primaire, cette peur viscérale de ce que l'on ne voit pas, mais que l'on redoute profondément. Ce moment n'est pas sans rappeler les classiques du cinéma catastrophe, à commencer par Les Dents de la Mer, auxquels les scénaristes semblent ici faire un clin d'œil assumé. Mais l'enjeu dépasse largement la simple évocation d'un prédateur marin. Ce que Demain nous appartient insinue, en filigrane, c'est que la peur peut naître aussi d'un simple doute. Car très vite, une question s'impose, Judith a-t-elle vraiment vu un requin ? Ou a-t-elle été victime d'une illusion, d'une ombre trompeuse, d'un stress mal canalisé? La série laisse planer le doute, jouant habilement avec la perception du spectateur. Ce que l'on croit voir est-il réel? Et si ce requin n'existait pas, qu'est-ce que cela dit de l'état psychologique de Judith, ou même de la société dans laquelle elle évolue? Les réactions des personnages sont révélatrices. Certains rient nerveusement, d'autres prennent l'alerte très au sérieux. La mairie est contactée, les surveillants de plage sont mobilisés, un périmètre de sécurité est envisagé. En quelques heures, la rumeur d'un requin devient réalité pour toute la ville. L'épisode ne montre pas l'animal, peut-être volontairement, préférant s'attarder sur l'effet d'annonce, le pouvoir d'un cri, la contagion de la peur. D'un point de vue scénaristique, cette séquence de panique introduit une dimension estivale et spectaculaire bienvenue. Elle ouvre la porte à de nouveaux développements. Et si un requin rôdait réellement au large ? Et si cette menace marine cachait en fait une autre réalité plus sombre, un corps jeté à la mer, un piège tendu, une distraction orchestrée? Demain nous appartient à l'habitude de lier ces intrigues entre elles. L'apparition du requin pourrait donc très bien servir un enjeu narratif plus profond qu'il n'y paraît.
Enfin, cette scène permet à Judith de redevenir un personnage central. Victime d'un possible trouble, ou au contraire lanceuse d'alerte, elle incarne la frontière floue entre intuition et hallucination. Et nous, spectateurs, sommes placés dans cette même incertitude. Faut-il la croire? Faut-il avoir peur ou simplement attendre d'en savoir plus? Ce qui est certain, c'est qu'après cet épisode, plus personne ne regardera la mère de Seth de la même manière. L'épisode 1982 de Demain nous appartient ne se contente pas d'aligner des rebondissements. Il fonctionne comme une mosaïque émotionnelle, un entrelac de récits personnels qui, tous ensemble, dessinent un tableau plus vaste, celui d'une communauté sous tension, où chaque personnage porte en lui une charge intime, un fardeau invisible. Loin d'être fragmenté, les intrigues de Swazik, François, Judith, Marine ou Samuel convergent envers des thématiques communes, profondément humaines, la culpabilité, l'amour blessé et le chaos ordinaire. La culpabilité est sans doute le fil rouge le plus apparent. Swazik en est l'incarnation la plus évidente. Non seulement elle a tué accidentellement Martial, mais elle a, dans la foulée, trahi sa conscience, laissé accuser un innocent et détruit un homme qu'il aimait. Ses larmes en prison, ses aveux tardifs, sa soumission à la justice, tout témoigne d'un chemin intérieur de rédemption encore inachevé. Mais elle n'est pas seule à éprouver cette douleur morale. François, bien que victime, porte aussi sa propre part de culpabilité. Celle de ne pas avoir su protéger, de ne pas avoir compris plus tôt. Il est libre, oui, mais pas soulagé. Il aime toujours Swazik, et c'est peut-être là sa croix la plus lourde à porter. L'amour, quant à lui, se manifeste sous plusieurs formes dans cet épisode. Il y a celui tragique et résilient qui lie encore François à Swazik. Il y a celui plus fragile entre Marine et Samuel, mis à l'épreuve par un événement apparemment mineur, mais révélateur de tensions profondes. Et il y a enfin un amour plus vaste, plus diffus. Celui que chaque personnage semble rechercher, parfois à travers le chaos, parfois en le fuyant. L'amour comme repère dans un monde incertain. Car le chaos est partout. Il est dans le bruit des sirènes sur la plage, dans les cris des baigneurs, dans la panique suscitée par une ombre dans l'eau. Il est dans les couloirs d'un commissariat où la vérité met trop de temps à émerger. Il est dans la cellule vide que François laisse derrière lui et dans celle que Swazik occupe désormais. Ce chaos n'est pas seulement un décor, il est une métaphore du désordre intérieur des personnages, une façon pour les scénaristes de montrer que les tempêtes les plus violentes sont parfois invisibles. Mais si l'épisode 1982 est aussi fort, c'est parce qu'il parvient à lier l'intime au collectif. Ce qui arrive à Swazik ou François ne reste pas enfermé dans une cellule. Cela irradie toute la ville, affecte les autres personnages, perturbe la confiance, altère les équilibres. Même un requin, qu'il soit réel ou imaginaire, devient le reflet d'une société où l'on ne sait plus à quoi se fier. L'épisode, sans donner de leçons, met en lumière la fragilité des repères, l'instantanéité du basculement, la violence des émotions contenues. Agit ainsi comme une synthèse symbolique des fils narratifs. Il pose les bonnes questions. Que devient l'amour quand il est traversé par la trahison? Que vaut la vérité quand elle arrive trop tard? Et surtout, comment reconstruire dans un monde en perpétuelle instabilité? Demain nous appartient, par cette architecture d'épisodes denses et interconnectés, continue de prouver que la fiction peut explorer la complexité humaine sans jamais perdre de vue le divertissement. Un pari risqué, mais ici brillamment tenu. L'épisode 1982 de Demain nous appartient ne se referme pas comme un simple chapitre clos. Au contraire, il agit comme un détonateur narratif, laissant derrière lui une série de portes entr'ouvertes, de failles béantes et d'attentes fébriles. À peine diffusé, l'épisode a suscité un raz-de-marée de réactions sur les réseaux sociaux. Preuve que, malgré les années, DNA continue de captiver, de diviser et surtout d'interpeller. Sur X, anciennement Twitter, les hashtags Biagio Swazik N Prison, Biagio François Innocent ou encore Dion Requin 7 sont devenus viraux en quelques heures. Les fans saluant la performance de Louvia Bachelier, Swazik, bouleversante dans ses scènes de confession, tandis que certains réclament déjà un spin-off centré sur François, tant le personnage a gagné en épaisseur dramatique. D'autres, plus critiques, jugent de le twist du requin surfait ou craignent qu'il ne détourne l'intrigue de sa ligne principale. Ce débat reflète précisément la force de l'épisode, il ne laisse personne indifférent. Mais au-delà des émotions immédiates, ce que l'épisode change réellement, c'est l'équilibre même de la série. François, désormais libre, n'est plus le même. S'il reste animé par l'amour qu'il porte à Swazik, il pourrait bien choisir un nouveau chemin, plus solitaire, plus en retrait. Swazik, en détention provisoire, devient un personnage central de l'intrigue judiciaire à venir. Sa défense, son éventuel procès, sa rédemption possible, tous ces axes s'ouvrent désormais pour les prochains épisodes. Le requin, quant à lui, pourrait bien devenir le cœur d'une intrigue d'été à part entière. Est-il réel? Si oui,
S'agit-il d'un phénomène naturel isolé ou d'une menace récurrente qui nécessitera l'intervention des autorités? Certains évoquent déjà l'idée d'un sabotage orchestré pour détourner l'attention d'une affaire plus grave, peut-être liée à la disparition d'un autre personnage. L'épisode 1982 a semé les graines d'un nouvel arc scénaristique potentiellement explosif. Le vol de la voiture de Fred n'est pas non plus à négliger. Ce que Marine et Samuel vivent, aussi mineur cela puisse paraître, pourrait être le point d'entrée d'un arc plus sombre. Vol organisé, cambrioleur infiltré à 7, ou lien avec une enquête parallèle, là encore, Demain nous appartient, démontre sa capacité à faire naître de grandes intrigues à partir d'incidents quotidiens. D'un point de vue purement structurel, cet épisode semble marquer le début de l'arc narratif de l'été 2025, souvent caractérisé par des enjeux spectaculaires, des révélations inattendues et des mises en danger collectives. La plage, la mer, les tensions amoureuses et les drames judiciaires. Tous les ingrédients sont là pour tenir les téléspectateurs en haleine pendant plusieurs semaines. Enfin, au niveau émotionnel, l'épisode agit comme une catharsis. Il permet aux personnages d'exprimer ce qui était longtemps refoulé. Culpabilité, souffrance, solitude, amour. Il les pousse dans leur retranchement et les oblige à se redéfinir. C'est dans ces moments de bascule que la série brille le plus et que les téléspectateurs s'y attachent avec une fidélité rare. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité et votre attention comptent énormément pour nous. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Pensez également à laisser un commentaire pour partager vos impressions, vos théories ou simplement nous dire ce que vous en avez pensé. Vos retours sont précieux et nous aident à vous proposer des vidéos toujours plus captivantes. Restez connectés et suivez-nous pour découvrir nos prochains épisodes.